Bonjour à tous et bienvenue à cette réunion de notre dialogue public A2I à IAS, l'accès des femmes à l'assurance sur l'IFRS 17. Donc, ce webinaire est enregistré et pour la qualité du son, on vous demande de donc allumer votre micro si vous avez une question. Et puis, sinon, vous avez des questions, s'il y a des problèmes, vous pouvez les mentionner sur la boîte du chat du dialogue bas de votre écran. Donc, pour ceux qui veulent avoir accès à l'interprétation en simultané en français ou en espagnol, les instructions sont envoyées maintenant sur la boîte de discussion qui s'appelle le chat, CHAT, en bas de votre écran. Donc, Cornel Donaldson est avec nous aujourd'hui, qui représente le secrétariat et un partenaire pour ce webinaire. Donc, Cornel va nous donner, donc maintenant, va prendre la parole pour des remarques liminaires. Bonjour, bonjour à tous. Et puis, donc, avant de continuer, j'aimerais donc confirmer si on peut mieux m'entendre. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Je suis très honorée d'avoir cette opportunité de faire ces remarques liminaires aujourd'hui. Et puis, en tant que AIAS, c'est important de mentionner donc l'inclusion des femmes dans l'assurance. Et c'est vrai que par nos partenaires, par nos membres, c'est vrai, on a essayé au travers de ceci à l'inclusion des femmes. Alors, c'est une des priorités, c'est déjà donc sur la feuille de route de l'IAS. Et puis, nous avons identifié d'autres travaux à faire dans ce domaine. Et puis, actuellement, on est en train de faire de regarder un peu les tâches et de faire un plan par rapport à cela. Et puis au niveau international, nous travaillons aussi sur ce sujet en général. On essaye de regarder ce sujet par rapport à différentes perspectives concernant la diversité et l'inclusion en tant que sujet multidimensionnel qui nous donne des perspectives et on essaye de voir les choses, je dirais, à partir de 4 points clés de focalisation. Donc, comment est-ce qu'on peut augmenter notre travail donc avec l'IAS, avec le A2I pour aussi bien l'inclusion financière des femmes et puis en particulier on veut se focaliser sur les domaines tels que les femmes, pour l'accès des femmes à des outils de gestion appropriés et puis une initiative récente dans le domaine de l'industrie, comment les contrôleurs des assurances peuvent améliorer l'inclusion des femmes. Et puis, nous essayons d'envisager comment l'IAS et puis ces contrôleurs d'assurance peuvent promouvoir la diversité au sein de l'organisation et dans les mois à suivre l'IAS va déployer différentes activités en ligne avec ces thématiques et puis j'espère que donc notre siège en 2021-2022 sera donc un chef de file concernant cela par rapport aux contrôleurs d'assurance, que ce soit aussi bien au sein de cette communauté internationale concernant les systèmes financiers, mais aussi promouvoir un accès à des femmes et à d'autres groupes qui traditionnellement ne sont pas vraiment pris en considération. Alors, par rapport à ce dialogue, je suis donc très heureux de participer à ce dialogue et merci de m'avoir invité. Et Manoj, à vous la parole. Merci beaucoup. Et je suis aussi ravie de voir que Suzette va être nos modératrice aujourd'hui. Alors, voilà, donc Suzette est donc la directrice, chef du département surveillance des banques, des assurances, institutions financières, coopératives, de l'infrastructure des marchés financiers de l'autorité palestinienne. Et donc, les responsabilités surveillance actuelles de Suzette comprennent la surveillance prudentielle à la fois en solo, en groupe. Donc, Suzette, vous avez la parole. Merci beaucoup, Manoche, et bonjour, bon après-midi, bonne soirée à tous, là où que vous soyez. Et puis, je suis très heureuse de modérer ce dialogue pour
l'inclusion, des femmes. Donc nous avons, différents, speakers aujourd'hui, intervenants qui vont nous donner leur, perspective à partir de cette industrie et puis, nous avons avec nous, Catherine, Mols. Alors Catherine est consultante auprès, experte technique de l'inclusion et financière des femmes avec un accent sur les dimensions sexo-spécifiques de l'assurance inclusive. Elle présentera des informations tirées du prochain rapport, d'AEI2I sur le rôle des contrôleurs d'assurance dans l'amélioration de l'accès des femmes à l'assurance. Après la présentation de Catherine, nous entamerons une table ronde où nous entendrons des experts de l'industrie qui se joindront à ce groupe d'experts, à ce panel. Nous avons Suzanne Nelly, qui est la présidente et chef de la direction de l'American Council of Life Insurers, ACLI, ainsi que vice-présidente de la Fédération mondiale des associations d'assurance et a récemment été nommée au groupe de travail B20 financier et infrastructure. Nous avons aussi avec nous aujourd'hui Shri Kant Kumar, qui est le PDG de Vimo Sewa, une coopérative d'assurance d'association des femmes indépendantes en Inde. Et nous avons également avec nous aujourd'hui, d'un autre côté du monde, Renée Audit, directrice de l'autorisation et de la supervision à la Commission des services financiers à l'île Maurice. Alors, je sais que nous avons tous hâte de commencer, donc je vais donner maintenant la parole à la première conférencière. Donc, 4 Miles, vous avez la parole. Merci Suzette. Comme Suzette l'a mentionné, je vais donc vous présenter, je vais parler de l'accès des femmes à l'assurance. Et puis, je dois dire, je vais parler aussi, parler au nom de SDC. Et puis, basé sur cette recherche telle que mentionnée, nous allons voir cela. Alors, premièrement, par rapport au statut concernant l'accès des femmes à l'assurance, il est important de mentionner qu'il y a, je dirais, un manque, je dirais, de demande et de l'offre, n'est-ce pas? Et puis, du côté de la demande, alors, nous avons aussi bien l'index de la Banque mondiale ne mentionne pas donc les données concernant l'accès des femmes à l'assurance. Et par rapport à ceci, nous voyons que cela ne mentionne pas une ventilation aussi bien par sexe, des données désagrégées du côté de l'offre. Voilà. Donc, je suis sûre, en effet, on essaiera de changer cela. Et puis, nous disons toujours qu'il y a, on voit des tendances assez prometteuses concernant ces données. Et cela est donc aussi bien se fait par rapport à notre engagement, par rapport à l'inclusion au travers de nos plans d'action. Et puis, les banques centrales se réunissent, n'est-ce pas, et ont donc décidé de s'engager pour avoir de meilleures données. Alors, comme résultat, on voit qu'il y a donc de plus en plus de données désagrégées par sexe ou par genre. Par exemple, du côté cela est le cas, donc par exemple au Cambodge, au Ghana, au Nigeria, qui eux aussi font la collecte de données ventilées. Alors, c'est vrai que les contrôleurs qui recueillent ces données, cela dépend bien entendu des unités de contrôle. Et il y a des défis en raison de cette indépendance en termes de collecte au niveau des pays. Et puis, je dirais, cela est lié aussi par rapport aux définitions des normes qui s'appliquent à savoir comment est-ce que ces données sont ventilées. Mais au niveau institutionnel, donc certains assurances recueillent des données ventilées par sexe ou par genre. Mais bon, c'est vrai que parfois ce n'est pas au niveau du pays, mais ils le font. Et puis, c'est vrai que beaucoup doit encore être fait par rapport au genre et de la collecte des données concernant le rapport, enfin de rapports qui seront faits. Et puis, je dois dire qu'il y a une augmentation de cette collecte pour soutenir ce processus pour les assureurs et les superviseurs à recueillir et à utiliser ces données. Voilà, et il y a également un consensus croissant sur le rôle des contrôleurs d'assurance par rapport à cette chaîne de valeur.
Alors, maintenant, par rapport au marché de l'assurance pour les femmes, donc je dois dire que c'est en croissance et puis, c'est vrai qu'il faut de plus de femmes dans ce secteur pour mieux servir les femmes. Il a été donc estimé il y a, quelques années que, c'est vrai, va représenter entre 1,45 et 1,7 milliards de dollars d'ici 2030. Il y a des contraintes, il y a donc des défis, n'est-ce pas, par rapport à au genre dans l'accès à l'utilisation de l'assurance. Et donc, juste pour vous donner quelques exemples, pour, les différences éthiques par rapport au sexe dans l'accès aux documents d'identification qui peuvent influencer si une personne dispose de documents à utiliser pour répondre aux exigences de diligence raisonnable à la clientèle pour accéder à l'assurance. Par exemple, nous voyons, que, c'est le cas en Afrique subsaharienne où les femmes sont 9 moins susceptibles que les hommes d'avoir une carte d'identité selon les données, donc de Global Findex ID4D. Et la GSMA estime que les femmes sont 8% moins susceptibles d'avoir ou de posséder un téléphone mobile par rapport aux hommes et moins 20% moins susceptibles d'utiliser l'Internet mobile et de posséder un téléphone un smart. Donc on constate que les assureurs répondent à des contraintes et opportunités de marché. Et puis, donc c'est vrai, les assurances essayent de répondre à cela et puis de développer en effet des produits centrés sur les femmes qui répondent aux risques et aux contraintes des femmes qui peuvent être différents par rapport à cette clientèle de femmes. Alors, il faut s'attorger, il faut donc penser à cela par rapport aux produits, aux caractéristiques des produits, n'est-ce pas, les canaux de distribution et les services à valeur ajoutée. Alors, par rapport aux assureurs du Ghana, du Nigeria, du Bangladesh et aux Philippines, entre autres, ont lancé des programmes d'assurance pour les femmes en partenariat avec le programme d'assurance des femmes de la SFI. Vous pouvez trouver donc des études, des informations en ligne. Alors, concernant Women World Banking, qui propose un produit de microassurance santé disponible dans plusieurs pays par exemple, en Jordanie. Et puis, il y a d'autres exemples, n'est-ce pas, que ce soit donc en Inde ou dans d'autres pays où d'autres produits sont développés. Alors, juste en termes de la COVID-19, dans ce contexte, eh bien, c'est vrai que ça a renforcé, je dirais, les obstacles existants à l'accès des femmes à l'assurance. Et puis, c'est vrai que l'expérience montre que les mesures de distanciation sociale COVID-19 ont eu des implications pour les canaux de distribution alternatifs, que les groupes et les femmes ont dû donc surmonter ces obstacles. Alors, on a, aussi bien, donc en Afrique de l'Est, selon leur expérience, bon, par rapport c'est vrai, aux gestes barrières et aux, distanciations sociales, cela représente, des problèmes et pour, pouvoir donc, fournir, des assurances et un accès, aux, femmes. Et concernant, la transition, numérique, par rapport à la COVID, ce que l'on voit, c'est qu'il y a une grande, donc demande pour aligner les plateformes, n'est-ce pas? Et puis, par rapport aux services financiers aussi. Mais, donc, il y a des barrières et puis, les femmes ont moins accès apparemment à ce genre de, plateforme, et malheureusement par rapport à ces, facilités. Et puis en général, les, femmes dans le contexte, je dirais, ont vraiment été affectées, plus durement par la COVID-19 où, ils devaient, donc, aussi bien au niveau de ce qui est abordable en d'autres et il était donc, nécessaire de prendre cela en considération, concernant, les, besoins, les nécessités et cetera. Alors maintenant, par rapport, donc aux réponses, des, contrôleurs, nous avons vu, qu'il y avait, Heu, aucune des réponses vraiment n'avait mentionné, la perspective du genre, lors de la pandémie. Alors, voilà, donc un autre point, que,
j'aimerais, mentionner concernant la diversité du genre, eh bien, que ce soit donc par rapport aux régulateurs ou aux contrôleurs des assurances, eh bien, il y a, la FMI et autres et en termes du gouvernement, ce que l'on voit, c'est qu'il y a des, barrières, mais il y a aussi, une grande opportunité pour augmenter le nombre des femmes, dans, qui sont déjà à des rôles de leadership, n'est-ce pas? Mais enfin bon, il y a quand même un gap important, pour pouvoir, donner une participation plus importante aux femmes et davantage doit être fait de notre côté, je dirais et c'est donc tout ce qu'on peut faire aura, n'est-ce pas, un impact positif, par rapport à cela. Alors, par rapport à comment, la réglementation d'assurance, peut aider, n'est-ce pas? Alors, par rapport à cette étude, ce qui ressort, c'est que, heu ce que je peux dire déjà dès le début, c'est que la politique et la réglementation et ces approches, n'est-ce pas, peuvent agir de manière, positive et négative par rapport aux femmes. Et puis, je dirais parce qu'il y a les vulnérabilités auxquelles on a parlé par contrainte d'accès à l'utilisation des assurances telles que les niveaux inférieurs de documents d'identité des femmes à utiliser pour la diligence raisonnable de la clientèle. Donc, aussi bien les vérifications des adresses, voilà, pour, soutenir cela. Alors qu'est-ce que, peuvent faire les contrôleurs d'assurance pour combler le déficit de données d'assurance ventilées par sexe? Eh bien, il existe, des exemples, pour les contrôleurs de l'assurance, qui collectent des données d'assurance ventilées, par sexe, pour combler, ce gap et puis, il y a aussi bien, cette, collection, de données qui, certainement, telles que vous avez ici à l'écran et puis, il y a donc la possibilité, peut-être, d'instaurer des mesures incitatives pour pouvoir, collecter de telles données et puis, nous voyons aussi les mesures de protection des consommateurs qui peuvent s'attaquer aux risques sexo-spécifiques. Ils peuvent reconnaître, par exemple, la capacité de paiement qui est souvent plus faible par rapport aux femmes en matière d'assurance, ce qui peut être résolu par des approches de taxation, de primes d'assurance spécifiques par rapport au segment des marchés, par exemple. Et il y a aussi donc les dimensions sexo-spécifiques de l'assurance inclusive qui peuvent être intégrées dans les stratégies nationales d'inclusion financière, le SNIF et dans d'autres stratégies nationales. Et puis, enfin, davantage peuvent beaucoup de choses peuvent être pas faites pour opter et intégrer cela dans les stratégies. Et alors, nous voyons aussi, d'autres peuvent promouvoir des opportunités de développement du marché pour de nouveaux types de produits d'assurance adaptés aux besoins des différents groupes de clients. Alors, il y a les femmes, pas toutes les femmes ont les mêmes situations. Il y a différents groupes, n'est-ce pas? Donc, il faut s'adresser à cela aussi lorsqu'on pense aux assurances, d'avoir aussi bien d'utiliser une innovation, par exemple, par rapport aux réglementations, au travers que ça des opportunités qu'on veut offrir aux femmes, différencier entre les risques, n'est-ce pas? Et pour les différents groupes des femmes. Alors, concernant maintenant, la participation, des femmes dans le secteur de l'assurance, eh bien, je pense qu'il y a vraiment un rôle que les assurances ou les contrôleurs d'assurance peuvent jouer et pour accroître la participation des femmes à leur propre, heu, pour les assurances, que ça soit, d'encourager, une réglementation proportionnée par rapport à l'approbation des produits et par rapport à la gouvernance et aux effectifs du secteur d'assurance. Alors, concernant maintenant les recommandations, eh bien, pour, A2I et les contrôleurs d'assurance, il y a 6 actions, qui sont recommandées à A2I, aux superviseurs d'assurance, pour faciliter un meilleur accès à une assurance de haute qualité pour les femmes, par rapport à si on peut obtenir ces données, bien entendu, ventilées par sexe. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire? Alors, il le premier, bien entendu, sera préconisé auprès du FMI, que, son enquête sur l'accès financier, le FAS, qui est une enquête pilote de la collecte des données d'assurance ventilée par sexe devra être continuée. Deuxièmement, fournir les conseils sur la collecte de l'utilisation des données d'assurance ventilée par sexe. Et puis, surtout par rapport aux,
je dirais, à l'accès et par rapport aux données, encore une fois, les ventiler par sexe et puis intégrer les dimensions sexospécifiques de l'assurance inclusive relative aux stratégies nationales d'inclusion financière et au diagnostic du secteur de l'assurance. Donc vraiment, nous devons ventiler nos buts, nos objectifs, les activités pour cibler différents groupes, que ce soit au sein des femmes ou d'autres groupes par rapport à une diversité. Cela nous permettra d'améliorer l'accès. Alors, numéro 4, il y a aussi quelque chose de très important. Il faut tenir compte des besoins et des contraintes différenciées entre les sexes ou les genres dans les exigences de diligence raisonnable de la clientèle. Donc, des approches réglementaires innovantes, quelque part, du développement de produits et des canaux de distribution sont nécessaires, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Et puis, 5, numéro 5, coordonner avec les agences gouvernementales pour intégrer les dimensions sexospécifiques de l'assurance inclusive dans d'autres stratégies nationales et éliminer les obstacles structurels à l'accès des femmes à l'assurance. Quelque part, il y a des risques de vulnérabilité, bien entendu, mais il faut donc résoudre cela. Et je pense que la perspective du genre est très importante. Et puis, numéro 6, finalement, promouvoir la participation des femmes, telle que l'a dit Connor au début, dans le secteur de l'assurance en tant que superviseur de l'assurance et dans la chaîne de valeur plus large de l'assurance aussi. Voilà, donc je vais m'arrêter ici. Je pense que ça vous donne déjà une idée voilà, et matière à discuter. Merci beaucoup. Merci beaucoup Catherine pour cette présentation vraiment très utile. Alors, par rapport aux participants, regardez, donc visualisez notre site web où ces informations seront bientôt publiées. J'aimerais donc vous poser une petite question. Alors, de quelle manière les contrôleurs de l'assurance et l'industrie peuvent-ils collecter et utiliser les 6 recommandations que vous avez mentionnées et puis les données ventilées par sexe pour mieux servir le marché des femmes et concevoir des produits appropriés? Alors, premièrement, vous avez besoin de collecter les données. Alors, c'est vrai qu'il est nécessaire de mettre des mesures incitatives pour le faire ou de demander à ce que ça soit fait quelque part, de mandater cela. Et puis, que ça soit par rapport à ces données, il va falloir qu'il le fasse, que ce soit au niveau de la banque centrale. On peut donc recueillir cela dans un format désagrégé. Alors, concernant ce format ventilé, donc il est nécessaire d'avoir des systèmes et des processus pour le faire, mais également de s'assurer qu'il y ait vraiment une collecte des données par rapport à un format bien particulier par rapport à cette ventilation requise. Et puis, c'est important de pouvoir qu'il y ait donc aussi une supervision par rapport à cela. Et je pense qu'il va falloir investir dans ceci, mais je pense que ça vaut le coup quelque part. Et peut-être que quelque part, il n'y a pas peut-être simplement un formulaire ou un modèle de formulaire pour le faire, mais ça serait bien de pouvoir ventiler ceci. Et il est nécessaire aussi de collecter ces données. C'est vrai qu'il va falloir former les personnes pour le faire et puis d'avoir un niveau de supervision, de contrôle pour ce faire aussi. Et que ça soit, je pense que ça se fait de manière réussie dans d'autres institutions. Alors, je pense qu'il faut s'assurer que cela est fait de manière systématique et puis qu'on puisse vraiment bénéficier de cela, que ce soit aussi, il faut faire attention bien entendu à la qualité de ces données, donc bien entendu de savoir qu'est-ce qu'on peut faire et voilà, une fois que vous avez les données, alors qu'est-ce qu'on en fait? Bien entendu, il y a ça aussi, et puis ça, c'est vraiment clé pour. C'est pas de les collecter juste pour les collecter. Non, il faut vraiment que cela génère des informations utiles pour informer les politiques, les réglementations et qui nous permettront de mieux travailler et d'inclure ces caractéristiques de la diversité. Cela peut servir aussi pour soutenir les changements dans les réglementations et puis cela
cela peut aussi attirer, donc augmenter le niveau d'inclusion. Donc, je dirais, c'est vrai que les femmes n'ont pas accès à l'assurance ou moins, on le dit, mais est-ce qu'on le sait en fin de compte? Parce qu'on n'a pas collecté ces données. Alors, une fois qu'on aura collecté ces données, on va savoir quelle est donc l'ampleur du gap, s'il y a, entre les hommes et les femmes par rapport à l'accès à l'assurance. Et voilà, donc il y a vraiment une nécessité quelque part de collecter ces données. Alors bien entendu, vous pouvez aussi, les utiliser pour, tracer le progrès par rapport au côté financier et puis cela sera utile également, pour, pouvoir, soutenir, ces données parce que s'il y a, donc, c'est vrai, un gap par rapport au genre et bien, pour les affaires, il va falloir comprendre quel est le problème, l'identifier, pour les assurances, c'est important. C'est important, d'avoir une collecte de données, de qualité. J'espère avoir répondu à votre, question. Oui, merci beaucoup, merci beaucoup pour, cette, présentation. Alors j'aimerais, maintenant, passer à notre, discussion d'experts. Je vais donc, demander, des questions aux membres du panel. Je vais donc, commencer avec, Thierry Kant. Alors, je ne sais pas si je prononce bien votre nom. Alors, alors que pour les, services, c'est vrai que, Vimosewa a concentré ses efforts sur l'extension des services d'assurance, en particulier aux femmes et aux ménages à faible revenu. Alors, d'après votre expérience, quels sont certains des principaux obstacles qui limitent l'accès des femmes aux services financiers et aux assurances voilà, et puis, comment Vimosewa a surmonté certains de ces obstacles? Merci beaucoup. Voilà, alors par rapport à la, pandémie, nous sommes donc une, organisation, n'est-ce pas, des femmes, indépendantes et puis vous pouvez, imaginer, comment, cette, pandémie a ajouté, des, barrières, des obstacles à notre, programme, d'assurance parce que par rapport au manque d'emploi, il y a moins de participation des femmes dans les assurances et le nombre a baissé et puis, aussi bien ce que l'on voit, c'est que, il n'y a pas vraiment un soutien et puis, pour les ménages, où, ce sont, les femmes, qui, sont le gagne-pain, ça devient de plus en plus, difficile et que c'est vrai que la plupart du temps, l'assurance est considérée comme un domaine plutôt, pour les hommes. Alors, Heu, c'est vrai que par rapport à notre expérience, lorsqu'on a commencé à parler, que ce soit du, secteur, formel, par rapport aux femmes, traditionnellement, heu, il est, nécessaire, d'avoir, des assurances et nous avons commencé à quelque part informer, nos, membres et pour, leur expliquer, qu'est-ce qu'ils, pouvaient faire si jamais ils avaient à voir avec, par exemple, à faire face à des, dettes et puis, d'accepter les solutions, que, nous pouvons fournir et puis il est évident, que, un apprentissage, je dirais, des informations, doit être fait pour, contextualiser, ce, concept de, l'assurance et il faut bien entendu aligner, les, besoins, aligner tout cela aux besoins bien entendu, de ces femmes. Et puis, nous avons différents, produits, qui, bien entendu et l'éducation ou l'apprentissage est important ou l'information informée en d'autres mots et nous il faut avoir un public, informé. Et faut qu'il y ait une durabilité et il faut s'assurer que, les, solutions soient viables et peut-être que, c'est important, que, il faut, pour joindre ces personnes, parler leur langue. Il faut, vraiment pouvoir, les, joindre, échanger avec ces personnes. Donc on s'assure, que aussi bien, pour, les, sinistres, que,
nous joignons donc les communautés par rapport aux produits que nous proposons. Et puis, nous sommes là pour eux. Et puis, concernant la documentation et puis l'intégration du genre, c'est parfois, c'est vrai que parfois, nous, en tant qu'intermédiaires, ce qu'on fait, on essaye d'obtenir, on obtient les documents nécessaires des fournisseurs de services et on fait quelque part le pont entre le client et l'assurance. Au travers de ce parcours, je dirais, nous avons vraiment, vraiment changé les donnes et nous avons intégré beaucoup plus de femmes. Donc, vous pouvez imaginer, je suis là, donc quelque part en tant qu'intermédiaire, encore une fois. Et puis, je dirais, il faut vraiment pouvoir faire parvenir un message très fort, hein. Et aussi bien pour les résultats, euh, nous assurons que les assurances, même au niveau primaire, soient disponibles. Et on voit au travers de nos membres que c'est c'est évident, je dirais, une fois qu'ils comprennent, ce qui, les comment est-ce que cela fonctionne. Alors bien entendu, cela, devient plus facile. Donc, il fallait bien entendu commencer sur le terrain, expliquer, et puis, pouvoir, heu et espérer bien entendu, voir un changement. Et puis, les femmes dans notre société, bien entendu, donnent la priorité à leur santé, à leur famille et c'est vrai que nous avons commencé aussi à proposer des assurances, pour la santé et ou l'assurance maladie en fin de compte et par rapport à l'assurance, par rapport au point d'entrée, parfois c'était assez difficile, et il fallait proposer des produits appropriés. J'aimerais, recommander, certaines étapes par rapport à notre expérience. Il faut s'assurer que, les, femmes, doivent, trouver donc, les, solutions, qui, leur, conviennent dans cette, chaîne, d'approvisionnement d'assurance. Alors il peut y avoir, des, alternatives, de la manière dont on s'engage avec elles. Nous devons, faire, beaucoup, d'éducation quelque part, d'information et en tant qu'assureur, les assureurs ne le font pas et pendant des années, ne l'ont jamais fait. Il était donc, nécessaire un peu d'évaluer, toutes ces choses sur le terrain parce que toutes les assurances comprennent bien qu'il y a un gap, hein, mais bon, comment le combler? Et donc, ça ne peut pas, fonctionner, et si on ne fait rien. Donc heu vraiment s'adresser aux besoins des, personnes une fois qu'on les a compris et puis parfois, c'est vrai qu'eux-mêmes ne comprennent pas, la différence entre les produits. Alors c'est vrai que, si on peut, éduquer, si on peut habiliter les personnes à mieux comprendre, alors il est évident que les choses peuvent changer. Vous commencez avec des petits produits, par exemple et des produits mieux appropriés peut-être et en tant qu'assureur, vous ne pouvez pas, juste, proposer ce que vous avez sans vraiment, descendre sur le terrain et puis, heu heu, vous devez vraiment adapter, avoir cette flexibilité, pour que les personnes comprennent aussi bien la nécessité d'avoir, une assurance, qu'ils comprennent aussi pour que ces personnes comprennent les processus. Si on parle de l'Inde, eh bien, que on nous avons donc maintenant des produits d'assurance pour plus de 30 millions millions de dollars et puis pour que ça soit au niveau des communautés, on
on doit donc continuer à parler, à discuter, à éduquer. Et, alors ça, c'est par rapport à notre expérience sur le terrain. C'est tout ce que je voulais donc recommander particulièrement à l'Inde. Et puis c'est vrai que si on parle de données. Alors c'est vrai que le recueil des données est important et puis on doit le faire et je pense que ça pourrait vraiment aider à informer les uns et les autres et je pense que ça aura certainement un avantage. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc, Monsieur Shrikant, si je peux maintenant parole à Renu. Alors, c'est vrai que en tant que, je dirais, euh, qu'est-ce que, en tant que donc contrôleur d'assurance, quel serait donc le rôle clé par rapport à l'approche à prendre en considération pour les femmes, par exemple? Ça serait bien de continuer par rapport à ce qu'a mentionné Monsieur Shrikant. Donc, merci Suzette. C'est une excellente question par rapport à ce qu'on vient d'entendre de Catherine et de Shri. Alors, c'est à dire que du point de vue de la supervision et de notre rôle, eh bien, en tant que régulateur, c'est vrai que c'est très facile pour nous parce que par rapport à nos lois, nos réglementations, comme Catherine l'a si bien dit, donc elles sont, tout est neutre par rapport au genre. Il n'y a pas de distinction à la base concernant nos réglementations par rapport au genre. Mais je pense toutefois que par rapport à la recherche qui a été faite au travers des années, eh bien, je vois que avec la COVID, eh bien, ça change un peu la perception, n'est-ce pas, des contrôleurs d'assurance et beaucoup de travail doit être fait pour aller au-delà du rôle de contrôleur qui devrait se focaliser davantage sur le genre et d'amener donc une meilleure équité du genre dans cette équation. Moi, je pense que, et j'en parlerai peut-être, je vais élaborer sur cela. Alors, en tant que régulateur, c'est vrai que nous avons donc des objectifs pour nous s'assurer qu'on promeut, bien entendu, l'éducation, l'habilité des uns et des autres. Mais il faut garder à l'esprit que, en ce faisant, nous devons garder à l'esprit l'équité du genre et que ça soit pris en considération dans cette équation. Alors, et d'avoir des données, par exemple, ventilées, surtout pour l'assurance, c'est encore limité. Mais nous avons donc d'autres données, par exemple, on va vous allez voir lors de ma présentation, je vais parler de l'équité du genre par rapport à la technologie, parce que certaines de ces données, donc, qui ne sont pas ventilées au niveau sectoriel, mais plutôt au niveau national. Et là, c'est vrai que les choses ressortent assez fortement et davantage doit être fait à ce sujet, particulièrement les femmes doivent avoir plus heu, d'accès, plus d'inclusion et on doit regarder ces choses avec plus d'objectivité. Alors je ne sais pas combien de membres nous avons aujourd'hui avec nous, mais par rapport à l'île, Maurice, donc l'équité du genre est importante et puis, c'est vrai, au niveau, national, et en tant que régulateur, nous devons en faire davantage. J'expliquerai donc, cette approche. Je vous remercie. Je pense que, oui, au niveau national, pour Maurice, pour vous donner un peu, une idée du paysage, au niveau de l'équité, donc nous avons déjà commencé, à, réaliser cela, donc déjà en 1995 où avec, donc où le, ministre nous avions un ministre en charge des affaires, des femmes et puis, Maurice en tant que, juridiction aussi bien donc a joint la
une convention de la femme, et puis sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes. Et puis, quelque part, au niveau national, récemment aussi, nous avons développé une stratégie et un plan national se base aussi bien sur le genre et le développement contre la violence. Enfin bon, nous avons par exemple, personne ne reste à l'arrière concernant les femmes ou pour les startups. Donc, nous avons un taux d'intérêt de 3% pour les petites startups. Donc, voilà, cela a donné de très bons résultats. Je dirais, nous avons aussi des centres pour l'habilitation des femmes au travers du pays par rapport à nos programmes. Donc, c'est en ce sens un peu ce que nous avez fait, ça c'est un peu donc une orientation générale pour la promotion de l'équité entre les sexes. Et j'aimerais aussi bien mentionner les statistiques par rapport à la perspective des femmes, parce que ça a trait à nos discussions d'aujourd'hui par rapport à ce qu'on veut changer. Alors, par rapport à la perspective mauricienne, eh bien, la population des femmes est à peu près 50%. Alors, si on regarde maintenant le taux d'alphabétisation, cela démontre presque 50, il m'a semblé entendre 59% d'analphabétisme. Et donc, aussi bien, il y a une participation du taux du travail qui est relativement élevée. Et puis, je pense que c'est bien. Et avec la Covid, toutefois, c'est vrai que le taux de chômage affecte les femmes davantage que les hommes. Alors, et concernant donc le secteur des services financiers, nous voyons que donc 8600 je dirais 8635 employés, donc par rapport à donc dont 5163, c'est-à-dire 60%, occupent des emplois directs dans le NBFS, dans ce secteur financier. Voilà, donc qu'est-ce que cela signifie quelque part? Alors si on regarde maintenant au niveau macro, mais c'est là où il y a donc des défis. Alors si on applique ces statistiques, alors, dans un différent contexte, je ne sais pas, de, excusez-moi. Donc, quelque part, quand on parle donc des rôles de leader, eh bien, uniquement, donc, nous voyons 110 donc, femmes dans ce secteur. Alors, quand on parle maintenant au niveau technique, alors les chiffres, bien entendu, doublent par rapport à la participation. Alors, c'est un peu, quelque part, la disparité du genre. Et je pense que la bonne nouvelle, quand je regarde un peu donc les tendances de 2019-2020, eh bien, on voit bien entendu que nous avons plus de femmes au travail. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut, euh, qui vraiment prend de l'essor. Et j'ai donné donc, par exemple, en tant que régulateur, en tant que contrôleur des assurances. Alors, c'est vrai qu'il y a des politiques qui sont mises en place avec une nouvelle législation et tout ça dans différents secteurs. Alors, quelle est donc la taille de la population par rapport à notre secteur? Alors, c'est encourageant. Je dois dire que 61% du euh, 60%, donc selon sont des femmes. Et donc, je dois dire que, par exemple, nous avons par exemple 3 directeurs chez nous qui sont des femmes, même inclus. Alors, c'est vrai que en tant que leader, quand nous avons des femmes, c'est vrai que cela pousse les politiques où il y a donc une inclusion de la parité du genre. Alors, par exemple, la flexibilité de travailler donc à partir de chez nous pendant cette période, eh bien, je pense il n'y a pas de discrimination, il n'y a pas d'harcèlement par rapport à cela. Et c'est vraiment c'est quelque chose qui habilite les femmes. Et puis par rapport à la formation, c'est vrai qu'il y a plus de sponsors par rapport au programme de mentorat ou de leadership. Quand on parle maintenant, que ce soit par la Banque mondiale et que ce soit ou d'autres programmes sur le leadership,
sur le leadership et par rapport au rôle des femmes, je pense que de plus en plus, de la perspective de la gouvernance, alors c'est vrai, on demande aux compagnies d'avoir au moins une femme au comité de direction. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est très bien. Et puis, c'est vraiment pensons vers le futur que nous voulons, vers l'avenir que nous voulons voir se réaliser. Donc, c'est vraiment très encourageant, je dois dire, que les femmes soient œuvrent et soient recrutées dans le secteur banquier, par exemple. Ce sont donc des rôles importants et ce sont des jalons que nous avons réussi à atteindre, que ce soit aussi bien pour les que ce soit pour les ODD, par exemple, des rôles de leadership, des femmes que nous voyons émerger de plus en plus. Je pense que ça, c'est vraiment une dynamique nouvelle cette équation. C'est un très bon message du secteur privé qui ressort. Alors, revenons à votre question en tant que régulateur. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, je pense que, en effet, la d'apprendre aux femmes, tout ce qui a trait au secteur financier, éduquer, par exemple, nous avons, ce qu'on appelle, le FFC, qui est, composé de 61 de la main-d'œuvre et féminine qui occupent des postes de direction, n'est-ce pas? Ce qu'on a fait, c'est qu'ils ont conseillé, ils ont consulté les centres de travail ils ont mentionné aussi bien les facteurs clés nécessaires, quelles sont les responsabilités de personnes dont ils ont besoin d'embaucher. Et de plus en plus, ils ont cherché à embaucher des femmes. Alors, encore un point important a été mentionné, un exercice qu'on a mis en place à Maurice, c'est que le secteur de la technologie, par exemple, les stratégies fintech et tout ce monde numérique quelque part. Et ça amène une autre perspective pour les femmes, pour les assurances et l'accessibilité pour les femmes concernant l'inclusion financière, pas seulement pour inclure, mais je dirais ça, c'est par rapport à d'autres facteurs. C'est très complexe et très unique. Nous avons aussi donc des produits qui ont été développés et pour qu'il y ait donc une meilleure accessibilité. Alors, par exemple, nous avons commencer à avoir des plateformes face à face, avec les pairs, et c'est plus facile de passer du temps sur ces plateformes où vous pouvez donc apprendre les uns des autres. Et puis, c'est juste un exemple. Il y a 3 ans de ça, c'est vrai que nous avions donc introduit ce qu'on avait appelé le bac à sable. Et pour voir un peu quelle était l'évolutivité des applications. Et puis ensuite, c'est par rapport aux solutions fintech comme catalyseur du développement et de l'autonomisation, les femmes, comme il fallait voir un peu, bien entendu, voir quels étaient les coûts d'assurance, les coûts inférieurs par rapport au succursale d'assurance physique pour l'accessibilité. C'est juste pour vous donner une meilleure perspective de ce qui se passe de mon côté. Voilà, tout cela est donc a résulté à l'autonomisation économique pour promouvoir une reprise inclusive et équitable. Est-ce qu'on peut maintenant donner la parole à Suzanne? Alors, c'est vrai que Suzanne, vous avez récemment joint le B20. Alors, par rapport à cette perspective maintenant, Suzanne, alors je pense que vous avez lancé donc une initiative, le B20 a lancé une initiative spéciale sur l'autonomisation des femmes. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur cette initiative et ce qu'elle vise à réaliser? Donc, merci beaucoup. Je suis très heureuse de faire partie de ce dialogue sur ce sujet très intéressant, très important. Et puis, comme Conrad l'a dit au début, alors c'est vrai qu'il y a eu des problèmes sur la clarté des objectifs et sur quoi se focaliser. Et nous avions travaillé avec A2I, avec la ICA pour travailler sur cela. Et comment dirais-je?
ce qu'il fallait faire, ce que le B20 essaye d'accomplir, c'est eh bien, d'avoir un forum officiel de dialogue au sein des communautés pour le G20. Et puis, ils ont créé une initiative spécifique sur l'habilitation des femmes et cela inclut, comme Shri et Khan et Renou l'ont mentionné, sur les points qu'ils ont mentionnés par rapport à la sécurité financière des femmes. C'est bien entendu important pour l'assurance et il y a différentes composantes par rapport à cela pour pouvoir combler ce gap, bien entendu, par rapport à la rémunération des femmes, par rapport aux hommes, le rôle des femmes, les besoins. Donc, par exemple, des femmes de prendre du temps, par exemple, aussi bien de pouvoir mentalement aussi vous occuper de vous-même, de votre famille et quelque part si vous n'avez pas donc à équilibrer vos finances avec vos objectifs, donc vous avez besoin de connaissances, vous avez besoin d'en apprendre davantage, d'éduquer, d'habiliter ces personnes, comme Renu l'a si bien mentionné. George, à l'université de George Washington, a fait donc une étude mondiale sur cela. Et puis, c'est vrai que les femmes dans le monde manquent de confiance euh, au sein, par rapport aux questions de sécurité financière. Et en même temps, donc, 70% des femmes sont quand même responsables elles-mêmes pour leurs finances à un certain point de leur vie, si ce n'est pas entièrement dans toute leur vie. Alors, par rapport à des questions spécifiques, que ça soit donc l'alphabétisation des femmes au niveau financier, et puis lorsque on enlève cette option et que lorsque vous posez les questions, non pas peut-être avec des grandes paroles, mais vous adaptez donc les questions aux connaissances des femmes pour qu'elles puissent comprendre ce langage financier. Alors là, elles reprennent confiance. Alors je dois dire que euh, par rapport au secteur d'assurance privée, au nom de ce secteur, il y a des efforts, il y a des initiatives entreprises pour mieux comprendre les besoins des femmes. Et une des choses que la Fédération globale, enfin mondiale des assurances essaye de faire, bien entendu, c'est de voir quelles sont les meilleures pratiques. Et je pense que c'est quelque part, ça nous inspire beaucoup tout ce qui est fait, car on voit donc vraiment que beaucoup est fait par rapport à la fédération, que ce soit au travers de nos collègues au Mexique, avec vraiment l'association des assurances a vraiment renforcé cette alphabétisation financière pour les femmes hispanophones, que ce soit en Asie, que ce soit en Amérique du Sud et en Amérique. Et puis, une des choses que l'on fait, bien entendu, c'est d'utiliser, bien entendu, les initiatives à l'assurance de A2I, par exemple. Et puis, par rapport au rapport de 2020, c'est important de lire ce rapport pour trouver des solutions. Donc là, je vais m'arrêter ici. Et puis, si il y a encore peut-être du temps, on va peut-être prendre les questions des participants et ensuite je redonnerai la parole à Kim. Donc, merci beaucoup, Suzanne. Alors, ayant écouté tout ce que vous avez dit tous aujourd'hui, enfin, il y a vraiment deux ou trois principales conclusions de cette discussion de notre groupe d'experts. Alors, premièrement, la dynamique et les rôles des femmes dans la société changent drastiquement. Et il y a donc un besoin par rapport aux assureurs de développer des produits spécifiques aux femmes et non pas donc des produits standards tels que et c'est vraiment une deuxième chose qui est ressortie. Et puis, en effet, les données.
Alors, c'est vrai que vous pouvez donc savoir les choses uniquement si vous avez des données ventilées, fiables, de qualité pour pouvoir faire un suivi de la réussite de cette intégration. Merci beaucoup, Suzanne, Renew et puis aussi Cher, Chérie, pour vos interventions aujourd'hui. Alors, je vais peut-être répondre aux questions des participants. J'aimerais juste demander à Manouche, voir s'il y a des questions de la part de l'audience aujourd'hui. Peut-être que si il veut bien me donner ces questions. Manouche, à vous. Nous avons certaines questions. Alors, une sur votre boîte de chat, sinon je peux vous la lire. Non, oui, 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 très bien. Alors, chaque membre du panel, peut-être en 30 secondes, si vous pouvez répondre, comment est-ce que le secteur de l'assurance peut profiter de l'ère numérique pour l'accès à l'assurance pour les femmes? Alors peut-être moi, je peux donc reprendre la séquence qu'on avait. Donc Suzanne, si vous pouvez prendre la parole en premier. Oui, alors par rapport à la numérisation de nos jours, alors c'est vrai pour certains marchés, que ce soit au Bangladesh par exemple, beaucoup de femmes entrepreneurs informels utilisent les plateformes numériques pour les services différents. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de moyens qu'on peut utiliser pour euh, informer par rapport aux assurances à ces femmes qui se développent dans les secteurs informels et de travailler au travers de ces plateformes. Ça serait donc peut-être de personnaliser, de pouvoir promouvoir, je dirais, des perspectives par rapport aux assurances et pour les superviseurs d'assurance ou les contrôleurs d'assurance. Eh bien, je pense que c'est une opportunité d'utiliser ces plateformes pour pouvoir donc offrir des assurances. Alors, c'est peut-être pas un angle traditionnel auquel on pense, mais c'est vrai qu'il y a certainement la possibilité de joindre ces femmes. Et c'est vrai que certaines personnes attendent seulement de pouvoir souscrire à des assurances qui conviendraient. Merci beaucoup. Shri, peut-être votre réponse? Alors, en Inde, c'est vrai que nous avons une grande représentation et je pense qu'il y a encore un gap et nous devons nous assurer d'utiliser ces plateformes numériques. C'est vrai que de plus en plus, ces plateformes sont utilisées pour le secteur informel et nos membres aussi essayent d'utiliser ces plateformes dans toutes les langues et je peux donner les exemples avant la pandémie. Alors c'est vrai, nous avions très peu de transactions ou de transferts et maintenant, donc il y a 60%, n'est-ce pas? Je pense que on utilise de plus en plus le numérique, alors qu'avant, ils ne savaient pas l'utiliser. Bon, c'est vrai qu'il y a toujours des lacunes ou des fossés à combler par rapport au service. Donc, peut-être que le chef de famille a accès, mais il ne donne pas l'accès aux femmes. Donc, il faut. Voilà, donc quelque part, si ils n'ont pas ces appareils, ils ne peuvent pas les utiliser. Donc, au niveau micro, en tant que pays, il faut étudier au niveau familial qui a accès. Ça peut être utile. Merci, Renu. Votre perspective à ce sujet? Je pense que absolument, Suzette. Vous savez, c'est quelque chose que nous envisageons. Et puis, c'est vrai que d'utiliser le numérique, c'est quelque chose qu'on ne pourra pas éviter à l'avenir. Et il faudra, c'est vrai, donner plus de produits abordables, accessibles et en parallèle, développer le numérique pour joindre les femmes. C'est le côté développemental des choses, mais il faut aussi souligner les implications. Il ne faut pas ignorer cela. Et dans un sens, par exemple,
c'est quoi la confidentialité ou la vie privée des personnes? Alors, au niveau de la cyber sécurité, par exemple, il y a autre chose qu'il faut bien étudier lorsqu'on veut utiliser la numérisation et la technologie. Il y a bien entendu nécessité à atténuer les risques qui doivent être considérés dans cette équation. Merci. Suzanne, votre perspective? Eh bien, par rapport aux femmes qui ont accès au la technologie numérique qui arrive à communiquer, là, nous avons de très grandes opportunités, voilà, pour que par rapport à Minerva, par rapport aux différents programmes au Mexique, par exemple, où donc ils essayent d'avoir un engagement avec les femmes au travers, en ligne ou au travers de WhatsApp, pour pouvoir contacter ces personnes et à les faire participer. Et c'est vrai que en Amérique, au travers de la pandémie, tout ce qui est numérique, ça a vraiment aidé à, je dirais, à s'engager davantage avec les clients et à communiquer, leur donner des informations sur les produits, par exemple financiers de sécurité. Ça, c'est vraiment, il faudra, je pense, continuer après la pandémie pour participer à, et prendre des décisions sur des choses qui leur importent. Merci, merci beaucoup. Encore une fois, merci aux membres de ce panel aujourd'hui pour les précieuses informations qu'ils nous ont fournies. Ça a été un plaisir de modérer ce dialogue et encore merci à DI et au IAS pour avoir organisé cette séance. Je suis consciente du temps, je vais donner la parole à Manoche pour le de clôture. Merci, merci Suzette, et puis merci à nos excellents intervenants aujourd'hui, Suzanne Kelly, Arun Audit et Shrikant Kumar. Donc, euh, merci Suzette pour avoir modéré et facilité ce dialogue. Et puis, je pense que vous avez certainement réussi à, à prendre, à réitérer les leçons tirées de cette discussion concernant cela. Donc, en ce qui concerne les événements à venir, le prochain dialogue de la série AIS A2I aura lieu bientôt. De garder un œil sur notre site web pour plus d'informations. Bien, merci.